Bonjour et bienvenue dans ce guide de prise en main de notre console d'administration en mode SaaS, Kaspersky Security Center Cloud Console. Déjà l'épisode 4 qui sera consacré aux stratégies et plus particulièrement à celle du endpoint en version 11 et de son agent d'administration. Pour éviter un côté fastidieux, je ne vais pas passer par tous les réglages et toutes les fonctions sous-fonctions, car la vidéo nous prendrait plusieurs heures. Je vais surtout faire un focus sur les erreurs à ne pas commettre quand on configure une stratégie. Commençons tout de suite par la stratégie la plus simple, à savoir la stratégie agent d'administration, que je préfère de mon côté appeler agent de communication ou network agent. En effet, il s'agit ici de régler l'application installée localement sur les machines. Application qui, je le rappelle, va de façon périodique établir des communications avec la console d'administration en mode SaaS. Même si cela peut paraître une tâche basique, il n'en est rien car le logiciel joue un rôle stratégique au niveau de la protection de vos machines. Commençons par la première option qui s'appelle distribuer les fichiers uniquement via les points de distribution. Dans les précédents épisodes, j'ai déjà parlé de l'aspect stratégique du point de distribution qui va permettre d'économiser énormément de bandes passantes localement. C'est donc normal que cette case soit cochée par défaut. Ainsi, les endpoints reçoivent les mises à jour uniquement via les points de distribution et non directement sur les serveurs de mise à jour sur Internet. Si cette option est désactivée, les appareils clients peuvent récupérer les mises à jour de différentes sources, par exemple directement à partir des serveurs de mise à jour, d'un dossier local ou du réseau. On trouve ensuite deux options importantes qui demandent votre attention. La première consiste à protéger l'agent d'administration contre l'arrêt de celui-ci par une personne non autorisée par exemple. Et la seconde consiste à protéger l'application par un mot de passe de désinstallation. Là aussi, l'idée est de se protéger contre un utilisateur ayant des droits d'administration locale ou contre un hacker qui aurait pris la main à distance. Ces options peuvent être mises en place par exemple immédiatement ou à la fin d'une migration vers notre solution SaaS. La partie stockage peut être laissée par défaut au niveau de ces réglages. On remarquera notamment la remontée d'informations sur les vulnérabilités Microsoft et éditeurs tiers qui peut s'avérer primordiale dans la sécurité du réseau informatique. Kaspersky Security Center gérant également la partie matérielle au niveau de son inventaire et de sa sécurité, on remarquera également la case information sur le registre du matériel qui est coché par défaut. La section suivante va concerner essentiellement les utilisateurs de la version Advanced ou supérieure de Kaspersky Security Center Cloud Console. En effet, ici, on pourra décider si les collaborateurs ont le droit d'installer des Windows Update ou des Windows Update validés par vos soins, ou encore s'ils n'ont pas du tout le droit d'installer de Windows Update, et dans ce cas, ça se fera via une tâche d'administration. Ensuite, on trouve la section où on pourra sélectionner le mode de recherche des mises à jour Microsoft. Il s'agit ici essentiellement de décider de la fraîcheur des informations qui seront échangées entre Microsoft et Kaspersky concernant les vulnérabilités. On reparlera de cela dans une prochaine vidéo dédiée au patch management. Et pour information, ces options sont intéressantes quand elles sont utilisées conjointement avec la tâche appelée recherche de vulnérabilités et de mise à jour requises. En attendant, pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous référer au manuel disponible sur help.kaspersky.com. Passons à la toute dernière ligne qui concerne la recherche de vulnérabilité lors du lancement d'une application. Je vous conseille de la laisser décocher sauf si vous n'avez pas l'occasion de lancer une tâche de recherche de vulnérabilité de façon planifiée et périodique, une fois par semaine par exemple. Pour la section suivante, je vais là aussi passer assez rapidement car il s'agit vraiment d'une fonctionnalité liée au patch management et notamment sur le reboot plus ou moins impératif que l'on pourra imposer après l'installation des correctifs. Dans Partage du bureau Windows, on trouvera également des options avancées liées à la gamme Advanced qui permettent tout simplement d'activer un audit lors de la prise de contrôle à distance via les outils Kaspersky. Cela peut être demandé par exemple par l'administrateur principal du Security Center qui souhaiterait avoir des informations sur des manipulations de fichiers réalisées par des collaborateurs du service informatique. Du côté de la section administration des correctifs et des mises à jour, il s'agit uniquement ici des correctifs et mises à jour de l'agent d'administration qui sera ainsi auto-patché si jamais vous laissez la case cochée.
Ça peut être intéressant si Kaspersky publie une correction de bug. Dans ce cas, cela sera propagé automatiquement. La section réseau est intéressante, mais finalement, elle peut être laissée par défaut, car elle aura surtout un intérêt quand on fait une installation on-premise, ce qui n'est pas le cas ici. Les trois sections suivantes concernent finalement le même sujet. Il s'agit de pré-régler les futurs points de distribution. Par exemple, imaginez que vous savez par avance que vous allez utiliser plusieurs dizaines de points de distribution sur des sites différents. Plutôt que d'aller dans les propriétés de chaque point de distribution, vous pouvez tout à fait fixer à l'avance les réglages que vous souhaitez pour l'ensemble de ces points de distribution. Exemple concret avec la manipulation que je suis en train de faire dans les propriétés du serveur d'administration. J'ai imposé dans la stratégie agent une découverte réseau Windows. Je vois que du côté point de distribution, je n'ai pas à refaire la manipulation, elle est déjà en place. Au final, c'est donc quelque chose de très utile, notamment dans le cadre de la gestion de clients mutualisés, si vous êtes partenaire MSP ou si vous avez de nombreux sites distants, comme des boutiques disséminées sur le territoire national par exemple. Voilà, c'est tout pour l'agent de communication. Comme vous avez pu le voir, la stratégie concernant ce produit n'est pas à négliger, car on y trouve de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Mais passons à la phase la plus importante, c'est-à-dire la stratégie endpoint. N'oubliez pas déjà que tout simplement, vous pouvez renommer la stratégie pour que ça soit beaucoup plus parlant pour vous. De mon côté, comme vous le voyez, j'ai rajouté le mot racine comme moyen mémotechnique pour me rappeler que cette stratégie sera placée tout en haut d'un ordinateur administré et qu'elle sera donc héritée en dessous automatiquement. Avant de rentrer dans l'analyse des modules, arrêtons-nous quelques instants sur la configuration des événements. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne, vous savez que c'est une fonctionnalité que j'utilise et apprécie tout particulièrement. Je la conseille donc dans le cadre d'alertes que vous allez pouvoir positionner suite à des événements qui sont arrivés sur le parc informatique. C'est une fonction extrêmement puissante où on peut recevoir par mail en temps réel énormément d'informations pratiques. Bien sûr, l'idée est de ne pas forcément en mettre énormément, car il faut y consacrer du temps, mais je vous conseille de recevoir des alertes sur tout ce qui concerne les détections antivirales, bien sûr, les problèmes de licence, ou les détections de nouvelles machines, pourquoi pas, sans oublier les problèmes de lancement automatique du endpoint, etc., etc. Rentrons dans le cœur de la stratégie en nous intéressant à la section intitulée « Protection principale ». Il s'agit ici des moteurs historiques comme l'antivirus de fichiers, la protection des flux web, des flux mail, de l'analyse du trafic réseau couplé au pare-feu et à la protection AMSI. D'ailleurs, concernant ce dernier point, je vous rappelle qu'il s'agit d'un moteur additionnel fourni par Microsoft et qui va être utilisé par Kaspersky notamment au niveau des analyses PowerShell ou VBS. Ensuite, nous trouvons un module additionnel intitulé Protection bas d'USB. Elle va être utilisée essentiellement dans le cadre de machines en libre service afin que les utilisateurs ne puissent pas émuler des clés USB malicieuses qui elles-mêmes émulent un clavier ou une souris. Sur des machines relativement récentes, je n'ai pas spécialement de recommandations à faire sur ce premier groupe d'outils de protection. Gardez cependant à l'esprit que la protection contre les menaces Internet va analyser également le trafic chiffré, c'est-à-dire HTTPS ou FTPS. On en reparlera un peu plus loin dans la section autres réglages. Côté protection des emails, je vous conseille de mon côté d'utiliser au maximum les fonctionnalités, c'est-à-dire de ne pas hésiter à supprimer des extensions, même s'il n'y a pas de malware dedans. Nous sommes arrivés à une telle situation de lutte contre les cybercriminels que dès qu'on peut rajouter des composants simples et efficaces, on n'hésite pas à le faire. Pour les nouveaux venus, n'oubliez pas que chaque module peut être arrêté. Imaginons par exemple que vous souhaitez arrêter le pare-feu de Kaspersky pour celui de Microsoft. Il suffira donc de cliquer sur ce bouton et de valider. Passons maintenant à la deuxième section qui concerne la protection avancée, c'est-à-dire les modules que l'on pourrait qualifier de next-gen. Le réseau communautaire Kaspersky est le cœur de protection des endpoints. Pour rappel, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, notre base contient 1,6 milliard d'objets dangereux et 4,6 milliards d'objets sains. C'est donc plus qu'important que les produits Kaspersky installés sur vos machines puissent accéder à cette base de connaissances en temps réel. On vérifiera donc plutôt deux fois qu'une les réglages qui sont affichés ici.
De mon côté, tout est OK, le module est activé en mode étendu et en mode de cloud, c'est-à-dire que j'utilise une version allégée des bases de signature en local. Attention à la case Utiliser KSN Proxy, cela veut dire que si elle est cochée, les endpoints doivent d'abord passer par la console d'administration avant d'aller chercher leur requête. Comme nous sommes ici en mode SaaS, de mon côté, je ne souhaite pas utiliser cette fonction, je l'ai donc décochée. Passons maintenant à la détection comportementale, qui est évidemment un moteur fondamental et qui ne doit jamais être désactivé. Les réglages par défaut sont plutôt bien et on peut les conserver ainsi. La protection contre les exploits est également très importante et je vous rappelle que son but est de bloquer les actions de malware qui exploitent des vulnérabilités de logiciels installés sur les machines. Pareil pour les réglages, on peut laisser par défaut. Passons à la prévention des intrusions, module plus connu sous le nom de HIPS, et qui a pour but de monitorer des logiciels inconnus, empêchant ainsi l'exécution des actions dangereuses pour le système, et qui assure aussi le contrôle de l'accès aux ressources du système d'exploitation et aux données personnelles. Cette technologie est basée sur le contrôle du fonctionnement des logiciels à l'aide des privilèges des applications. Ce que je veux dire par là, c'est que ce module peut nécessiter une intervention de votre part, notamment si vous avez de nombreux logiciels métiers. Afin qu'il n'y ait pas d'effet de bord, il sera peut-être nécessaire de déclarer ceci dans la liste qui se trouve ici ou dans la partie exclusion qu'on verra un petit peu plus tard. On trouve ensuite la réparation des actions malicieuses qui n'amènent pas particulièrement de commentaires de ma part. Comme son nom l'indique, il s'agit ici de revenir en arrière sur une action qu'aurait pu faire un malware de type ransomware et ainsi restaurer un ou deux fichiers endommagés avant la détection. On peut tout laisser par défaut. La section suivante, contrôle de sécurité, est essentiellement composée de modules à configurer manuellement. Que ce soit le contrôle des applications, le contrôle du matériel ou encore le filtrage URL, dans tous les cas, vous devrez créer des règles pour que ce module fonctionne. On en reparlera dans d'autres vidéos et j'en ai déjà parlé dans les précédents tutoriels dédiés à Security Center 12. N'hésitez pas à consulter les playlists ou à utiliser le moteur de recherche interne à la chaîne YouTube. Le dernier module de la section intitulée Contrôle évolutif des anomalies nécessite une licence Advanced. Cette technologie basée sur le machine learning permet de détecter et de bloquer les comportements inhabituels des applications sans pour autant avoir détecté la présence de malware. Exemple concret, quelqu'un du service finance se met à utiliser d'un coup PowerShell pour exécuter beaucoup de lignes de commande. Évidemment, c'est hautement suspect, d'autant plus que celui-ci ne l'a jamais fait et que son métier ne nécessite pas un tel usage. Dans ce cas, le module de machine learning va alerter l'administrateur et bloquer un tel comportement. Ici aussi, vous trouverez une vidéo dédiée à ce module dans les playlists de la chaîne. Je vais passer également rapidement sur la section chiffrement des données puisque cela concerne une fois de plus la licence Advanced. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que dans sa version Cloud Console, Security Center ne comprend que le chiffrement via la technologie BitLocker. Il sera donc impossible d'utiliser le chiffrement AES 256 bits et notamment d'utiliser les fonctions de chiffrement de disques amovibles, c'est-à-dire sur les disques durs externes ou les clés USB. Gardez bien en tête cette limitation et si cela est indispensable pour vous, vous devez dans tous les cas rester dans la version on-premise. Voyons ce que l'on trouve sur la partie gestion des tâches. Ici, je vous conseille tout simplement d'autoriser vos utilisateurs à gérer les tâches de groupe. C'est-à-dire que s'ils ont le moindre doute sur un problème de sécurité, ils pourront peut-être forcer la mise à jour des signatures et lancer un scan approfondi. Comme vous le voyez du côté de mon endpoint, l'administrateur a créé une tâche d'analyse complète et une tâche d'analyse rapide et je peux, en tant qu'utilisateur, cliquer sur le bouton « Lancer l'analyse » et forcer ainsi son démarrage. Ensuite, nous avons l'analyse depuis le menu contextuel. Pas de remarque, il s'agit tout simplement de régler de façon précise les options quand l'utilisateur va faire un clic droit avec la souris sur un répertoire ou sur un dossier pour forcer une analyse. Ensuite, analyse des disques amovibles vous permet de décider d'une action à réaliser à l'insertion d'un matériel. Attention, n'oubliez pas que disque amovible pour Windows est égal à disque dur plus clé USB.
Il n'y a donc pas de différenciation possible. Ainsi, si vous demandez l'analyse complète d'un disque amovible, faites attention car cela peut durer très longtemps, d'autant plus si vous avez interdit l'arrêt de la tâche d'analyse. Je vous conseille donc de tester cela avant la mise en production. Enfin, pour terminer cette section, analyse en arrière-plan va scanner durant les phases d'inactivité la mémoire système, la partition principale, les secteurs et objets de démarrage. Cette option est cochée par défaut, vous pouvez la conserver ainsi. Passons à la dernière partie, paramètres généraux. Ce sont des réglages à ne pas négliger car on y trouve beaucoup d'options. J'ai essentiellement deux remarques à faire ici. La première remarque concerne la technologie de désinfection. Par défaut, vous voyez que cela est décoché. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que c'est une fonction interactive. Elle va demander à l'utilisateur de bien vouloir redémarrer sa machine pour effectuer un nettoyage complet du malware. Vous pouvez bien sûr décider de laisser ça décoché, mais sachez qu'en cette période compliquée en termes de volume d'attaque, je préfère de mon côté cocher la case de manière à ce que l'infection soit complètement traitée, même si cela doit contraindre l'utilisateur à redémarrer sa machine et donc à perdre un petit peu de temps. Maintenant, en effet, pour des parcs très importants, on peut comprendre que le service informatique souhaite gérer ça de façon différente. Ensuite, je vous invite très fortement à décocher la case « Reporter les tâches planifiées en cas d'alimentation par batterie ». Cette fonction peut se comprendre sur des machines ayant peu d'autonomie, mais aujourd'hui nous atteignons facilement une dizaine d'heures sur des ordinateurs portables récents et cette case peut créer des gros soucis puisque pendant cette période de temps, plus aucune tâche ne fonctionnera. Exemple, la tâche de mise à jour, la tâche d'analyse complète, la tâche d'installation, etc. Plus aucune tâche ne fonctionnera. Vous aurez donc de nombreuses erreurs qui apparaîtront dans la console d'administration si vous avez des collaborateurs ou des clients qui utilisent leur ordinateur portable un peu comme des tablettes. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps sur batterie et rechargent quand ils ont besoin uniquement. Pour le reste des options, pas de remarques particulières. Voyons maintenant les paramètres du réseau. Rien à signaler côté proxy ou port contrôlé. Mais parlons quelques instants de l'analyse des connexions chiffrées. N'oubliez pas que depuis la version 11 du Endpoint, nous analysons les connexions sécurisées SSL 3.0 et TLS. D'un point de vue pratique, cela veut dire que votre Endpoint aura accès au contenu des sites internet dont l'adresse commence par HTTPS. Pour les modules, protection contre les fichiers malicieux et protection contre les menaces par email ainsi que contrôle Internet. Cependant, notre endpoint n'analyse pas les connexions chiffrées provenant de la liste prédéfinie de sites Internet de confiance, liste qui a été prédéfinie par les experts de Kaspersky. Cette liste est mise à jour avec les bases de signature de l'application. Au passage, remarquez la fonction intitulée « Autoriser l'application à interagir avec les paquets Internet ». Si la case est cochée, cela implante dans le trafic un script qui permet de s'assurer que le module contrôle Internet, c'est-à-dire filtrage URL, peut fonctionner correctement. Le script permet l'enregistrement des événements. Les experts de Kaspersky recommandent l'utilisation de cette fonction si vous souhaitez assurer le bon fonctionnement du filtrage d'URL. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin de filtrage d'URL, cette option peut rester décochée. Remarquez au passage la possibilité de rentrer des adresses et des applications de confiance qui vont bypasser l'analyse des connexions chiffrées. Allons faire un tour maintenant dans les exclusions, qui est une section très intéressante et importante quand on travaille avec des progiciels spécifiques par exemple. Au niveau des types d'objets, rien à signaler, je vais donc plutôt m'arrêter sur les exclusions de l'analyse et des applications de confiance. Généralement, dans la première partie, on recherche la performance. Et donc, il peut être utile de déclarer un répertoire de travail contenant par exemple des terras de données spécifiques à une application, exemple AutoCAD. On va ainsi dire à certains modules, comme l'analyse en temps réel, de ne pas analyser les fichiers ouverts. Attention à ce sujet aux modules que vous allez exclure. Il n'est pas utile de créer des exclusions pour tous les modules. Ainsi, on évitera de cocher la case analyse, car sinon le scan programmé ne passera pas dans le répertoire exclu. Au niveau de la rubrique application de confiance, on aura tendance ici à mettre plutôt les exécutables que l'on souhaite exclure de tout ce qui est par exemple comportement ou trafic réseau. Encore une fois, cela peut être le cas d'une application métier qui a été développée
peut-être en interne ou localement, et qui n'est pas connu de Kaspersky Security Network. Attention, dans tous les cas, cela doit être exceptionnel, car une exclusion égale un trou de sécurité. Il est donc essentiel de ne pas user et abuser de cette fonctionnalité et de savoir exactement ce que l'on fait, notamment au niveau des masques d'exclusion. Il nous est arrivé de voir des aberrations au niveau de cette fonctionnalité, comme l'exclusion de lecteurs de disque D, de fichiers PST ou encore de Outlook.exe, avec en plus tous les moteurs sélectionnés. Je vous affiche à l'écran le lien vers l'article du manuel qui traite des masques et de la façon de les utiliser. Dans les deux cas, remarquez deux fonctions relativement nouvelles. La première s'appelle regrouper les valeurs après l'héritage. Cela permet en fait de récupérer les exclusions qui se trouveraient dans des stratégies au-dessus de celles que vous êtes en train d'éditer. Et également autoriser l'utilisation des exclusions locales qui laisserait à l'utilisateur la possibilité de créer lui-même des exclusions. Rien à signaler dans la partie rapport et stockage, je vais donc passer à tout ce qui concerne l'interface utilisateur. Du côté de l'interaction avec l'utilisateur, vous retrouverez donc la possibilité d'avoir une interface simplifiée, complète ou carrément pas du tout d'interface au niveau des postes utilisateurs. Attention à la section paramètres des notifications. Pensez que par défaut, la stratégie n'est pas très bavarde avec l'utilisateur. Cela veut dire concrètement que si une personne exécute un malware, Kaspersky Endpoint Security va faire son travail, bien sûr, mais ne va pas avertir la personne de son action inappropriée. Dans la situation actuelle, avec une augmentation très forte des incidents de cybersécurité, mais également dans le cadre de la RGPD, je conseille fortement d'avertir l'utilisateur en cas de souci. Ce qui permet au passage de l'éduquer un minimum. Donc, de mon côté, j'ai tendance à cocher la première ligne des différents modules que je vous montre à l'écran pour faire un minimum de pédagogie. Maintenant, encore une fois, dans des parcs très importants, je peux comprendre que le service informatique souhaite ne pas avertir l'utilisateur, mais que derrière, l'incident sera traité de façon proactive par les équipes techniques. On va descendre ensuite dans la fonction probablement la plus importante, à savoir la protection du endpoint. À la fois contre l'utilisateur qui pourrait souhaiter quitter ou modifier le logiciel de protection, mais également contre les hackers qui pourraient arriver jusqu'à la machine sans avoir utilisé le moindre malware. Il faudra donc impérativement activer la protection par mot de passe et configurer au minimum le compte appelé KLadmin. Ça peut paraître évident, mais malheureusement, c'est un oubli qu'on constate encore régulièrement chez nos clients et partenaires. Voilà, on en a terminé avec l'essentiel de la stratégie Endpoint. Encore une fois, l'idée n'était pas de vous faire un cours sur tous les modules, mais plutôt de mettre en avant les choses essentielles à ne pas louper. Je n'ai pas parlé des profils de sécurité car je compte y revenir lors de la sortie de la prochaine version de Security Center Cloud Console, mais je vais quand même vous donner la définition de cette fonction ainsi que quelques applications concrètes. Déjà, pourquoi cette fonction ? La réponse est simple. On a constaté chez Kaspersky que dans les sociétés avec des parcs d'ordinateurs et de serveurs très importants, ou dans le cadre de l'infogérance avec de nombreux clients par des partenaires revendeurs, ceux-ci avaient tendance à gérer énormément de stratégies. En général, une stratégie par groupe, alors qu'il y a plus d'une centaine de groupes. Le problème est que le jour où il faut modifier la stratégie principale, suite à une erreur par exemple, il faut passer sur l'ensemble des stratégies, ce qui est une activité peu intéressante et très chronophage. Un profil de stratégie est donc un ensemble de paramètres dans une stratégie qu'on pourrait qualifier de dormante ou inactive, et qui va justement s'activer sur un ordinateur si celui-ci répond à des critères prédéfinis. Ce n'est évidemment pas le seul, mais le critère le plus utilisé par nos clients est le tag ou étiquette. Exemple concret, je place une étiquette mairie sur les machines infogérées dans une mairie et quand l'étiquette se présente, on va appliquer une sous-stratégie qui va comprendre des exclusions spécifiques aux progiciels utilisés dans cette administration. Encore une fois, le tout sans avoir besoin de dupliquer la stratégie maître. Cela vous évitera bien des erreurs de manipulation quand on a à gérer des dizaines et des dizaines de stratégies. Voilà, j'en ai terminé avec cette longue vidéo dédiée aux stratégies agents d'administration et endpoint.
Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à partager cette vidéo avec vos collaborateurs et à liker si vous avez aimé. Merci de votre fidélité et à bientôt.